sur les attentes de l'ensemble des 28 États membres de l'Union européenne vis-à-vis de la Réunion de Paris. Je crois que Jean-Claude Ambassadeur de France les a déjà rappelés. La transparence, l'inclusivité, mais également le caractère contraignant de l'accord qui serait trouvé à Paris est très important pour l'Union européenne. Je voudrais peut-être juste rappeler les efforts déjà accomplis par l'Union européenne depuis une vingtaine d'années désormais dans la lutte contre le changement climatique. Et comme le disait Alex, nous sommes arrivés également à la conclusion qu'il fallait renforcer encore plus nos objectifs et renforcer encore plus notre détermination à lutter contre le réchauffement climatique, puisque les efforts jusqu'à présent étaient encore insuffisants. Donc, à l'horizon 2020, l'objectif de l'Union européenne, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à 1990. Par contre, pour 2030, nous avons décidé de les réduire de 40%. Nous allons doubler notre effort en 10 ans. Nous allons accroître encore plus l'objectif de production d'énergie grâce aux énergies renouvelables. On avait prévu, et on a prévu, à l'horizon 2020, d'atteindre 20% de réduction. Mais à l'horizon 2030, on va essayer d'atteindre 27% de production totale d'énergie grâce aux énergies renouvelables au sein de l'Union européenne. Et enfin, nous allons accroître l'amélioration de notre efficacité énergétique d'au moins 27%. Ça, ce sont nos engagements à l'encontre de toutes les autres parties de la Convention sur la lutte contre le changement climatique. Et ça, c'est les objectifs que l'Union européenne présentera à Paris à la fin de cette année. Peut-être encore très concrètement, ce que l'Union européenne fait au Mali contre la lutte en faveur de la lutte contre le changement climatique. On l'a vu, je pense, et évidemment, moi non plus, malheureusement, j'ai pas tout compris, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que la pièce mettait bien en valeur que le changement climatique était une responsabilité de chacun d'entre nous, et que nos actes quotidiens pouvaient avoir un impact sur le changement climatique. Et donc, dès lors, l'Union européenne a décidé d'intégrer 20% de tous ces financements en faveur de la coopération au développement. À peu près 20% vont vers des programmes qui ont un impact sur le changement climatique. Je donne un exemple. Quand l'Union européenne finance la construction d'une route, eh bien, nous prévoyons automatiquement également de planter les arbres, par exemple, le long de cette route. Puisqu'on sait très bien que grâce aux arbres qui captent le CO2, ça a un impact très positif sur le réchauffement, sur la diminution du réchauffement climatique. Enfin, nous participons également à un inventaire justement des forêts au Mali, et également il y a eu un appui notamment aux négociateurs du Mali pour préparer ce que l'ambassadeur de France a déjà mentionné, en particulier la contribution déterminée au niveau national, c'est-à-dire les engagements que nous l'espérons le Mali prendra à Paris à la fin de cette année-ci. Je ne serai pas plus long, Alex, je suis évidemment prêt à répondre à d'autres questions et je vous remercie pour votre attention. D'achat de produits qui sont nuisibles pour l'environnement. Comment est-ce que l'Union européenne peut faire cela? Il y a des initiatives qui sont prises plus au niveau, disons, ce qu'on appelle du marché commun de l'Union européenne vis-à-vis des consommateurs au sein des 28 États membres. Par exemple, il y a des objectifs en termes de production, de diminution de production de déchets ou d'emballage, par exemple, qui sont moins nocifs pour l'environnement. Il y a des objectifs en termes de recyclage de produits. Donc il y a des initiatives qui sont prises, qui sont très souvent des initiatives contraignantes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, sur proposition de la Commission européenne, les 28 États membres et le Parlement européen s'accordent, eh bien, automatiquement, ces textes-là deviennent des lois dans chacun des 28 États membres, ce qu'on appelle des règlements européens. Donc il y a évidemment des objectifs également dans ce domaine-là. Ils ne sont pas strictement liés aux négociations internationales, mais ce sont évidemment des initiatives qui sont prises au niveau
consommateurs et des citoyens. C'est une initiative qui est assez récente en Europe et assez intéressante. C'est-à-dire le consommateur paye lors de l'achat d'un objet, par exemple un frigo, va payer le coût du recyclage lorsqu'il rendra cet objet. Donc c'est aussi destiné à ce que rentre dans les esprits des gens l'importance du climat et de l'environnement alors qu'ils sont consommateurs. Je vais passer la parole à M. Birama Diarra. Nous passons peut-être, je vous trouble là, j'avais dit que Sénine Afou allait parler d'abord, alors on va suivre l'ordre préétabli. Sénine Afou, porte-parole du groupe Afrique pour les négociations sur le climat, a signalé que le Mali aura désormais un rôle clé dans les négociations car le pays vient d'être choisi pour présider le groupe africain en 2016-2017, c'est-à-dire le Mali, à partir de maintenant, prend un rôle central dans les négociations sur le climat dans le monde, au nom de l'Afrique. Vous êtes aussi co-président du comité permanent des finances. Je vous laisse la parole, M. Nafou. Merci Alex, merci pour l'invitation. Je vais aller droit au but dans les 5 minutes imparties. Premièrement, le contexte. Les changements climatiques s'imposent à l'Afrique. Ça, c'est une certitude. Les émissions de gaz à effet de serre proviennent à plus de 98% hors de la région. Et donc, il n'y a que 2% qui proviennent d'Afrique. Donc ça, c'est une situation c'est un état de fait qui met l'Afrique dans une situation très peu enviable d'être en même temps la région qui pollue le moins, mais d'être en même temps la région qui est la plus vulnérable. Les scientifiques prévoient que si les trajectoires devaient continuer, en 2050, on pourrait s'attendre à une perte de 5% du PIB des pays africains. Donc 5% de PIB à l'horizon 2050 enlèverait tous les progrès et donc ça voudrait dire pas de développement. Par rapport à cette situation, par rapport à ce constat, une réponse a été prise par les chefs d'État africains depuis 2009. Depuis 2009, le changement climatique en tant que négociation internationale est le seul sujet qui est coordonné à 3 niveaux. Coordonné au niveau des experts, le groupe africain des négociateurs, coordonné au niveau des ministres, la conférence des ministres africains sur l'environnement, et coordonné au niveau des chefs d'État, avec le comité des chefs d'État sur les changements climatiques. Donc, au plus haut sommet africain, la réalisation de l'impact des changements climatiques sur le développement a été et est justement une réalité. D'ailleurs, les chefs d'État se sont encore réunis lors du sommet le sommet de l'Union africaine qui s'est terminé hier, et nous attendons justement les décisions qui ont été prises. Deuxième constat, c'est que l'Afrique, et ça c'est peut-être, si le premier constat est une menace, le deuxième est peut-être une opportunité, c'est que l'Afrique est la région qui a le plus grand potentiel en termes d'énergie renouvelable, et encore, malheureusement, c'est la région qui a le moins accès à l'énergie. Donc ça, c'est en fait les deux paradoxes qu'il va falloir que nous gérions. Et par rapport aux attentes à Paris, nous avons 3 attentes, l'Afrique a 3 attentes essentielles, et comme vous l'avez dit, dans ces négociations internationales, les 54 pays africains négocient d'une seule voix. Et comme vous l'avez rappelé, le Mali est une pièce essentielle dans le dispositif africain. Donc les attentes maliennes, les préoccupations maliennes non seulement sont prises en compte dans la position commune africaine, mais puisque le Mali joue le rôle qu'il joue, la position commune africaine est fondamentalement ancrée aussi dans la position malienne. Donc 3 attentes principales pour Paris. Paris, c'est d'abord un rendez-vous historique parce que, comme l'a rappelé l'ambassadeur, c'est la première fois que la communauté internationale, pays développés, pays en développement, devrait s'engager. Donc c'est le moment où tout le monde dit nous avons un problème, c'est un problème collectif, nous nous engageons de manière collective à régler le problème. D'où ces contributions et l'importance de contribuer, quelle qu'elle soit. Quel que soit le niveau d'ambition de contribuer, la contribution permet
d'opérationnaliser ou de matérialiser une volonté politique. Donc ça, c'est un premier point. Et pour nous, c'est fondamental. Paris va marquer un nouveau départ. Deuxièmement, pour le financement de l'adaptation, comme il a été dit, les besoins d'adaptation en Afrique sont déjà d'ordre de 7 à 15 milliards de dollars, pendant qu'on reçoit à peu près 1, 2, 3 milliards de dollars. Dans le court terme, dans l'immédiat, le Fonds vert climat. Le Fonds vert climat a été capitalisé à 10 milliards de dollars. Il y a 2 milliards 500 millions de dollars qui ont été programmés pour les pays les plus vulnérables. Donc les pays africains, les pays les moins avancés et les petits États insulaires. Et ces 2 milliards 500 millions qui ont été programmés sont pour les 3 prochaines années, c'est-à-dire 2015 jusqu'à 2018. Le Mali s'est préparé. Nous avons déjà envoyé un projet. Nous allons en envoyer d'autres. Mais le Mali a déjà à cette date envoyé un programme pour la lutte contre les inondations dans la capitale, à Bamako. On s'attend à ce que le conseil d'administration de ce fonds prenne une décision au mois d'octobre. Ce serait la première fois qu'il finance. Donc ça, c'est la solution à court terme. La solution à moyen terme, d'ici 2020, je crois que l'ambassadeur l'a rappelé, c'est les 100 milliards. Ces 100 milliards ont été promis depuis 2009. Au jour d'aujourd'hui, il y a un problème de transparence. Donc l'Afrique est en train de demander qu'on désagrège les 100 milliards. On dise pour les 100 milliards, il faut une cible publique à 60 milliards. Dans la cible publique, il faut une cible pour l'adaptation, 30 milliards. Dans la cible adaptation, il faudrait qu'au minimum 10%, 3 milliards de dollars par an, passent par le Fonds vert climat. Si une décision comme celle-là est prise à Paris, ça permet de multiplier par 4 les fonds qui sont disponibles pour les pays africains tout de suite. Dernier point, c'est les énergies renouvelables. Les chefs d'État ont donné des instructions très claires il y a 6 mois aux négociateurs en demandant de réfléchir à une initiative sur les énergies renouvelables. Une initiative qui puisse véritablement permettre à l'Afrique de valoriser son potentiel. Et c'est ce qui a été fait. Une proposition a été soumise au ministre d'abord, qui l'ont adoptée au mois de mars. Si vous regardez le communiqué du G7, le G7 a reconnu cette initiative et justement est prête à accompagner l'Afrique dans cette démarche. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit en 2 phases. Première temps, de maintenant à 2020, augmenter la capacité installée d'énergie renouvelable de 10 gigas, ce qui est à peu près 10% de la capacité installée en Afrique. Et ensuite, entre 2020 et 2030, que les énergies renouvelables puissent jouer un rôle fondamental dans l'accès universel. Ce samedi, le ministre qui préside la COP, son Excellence Fabius, va être au Caire pour rencontrer le président Sisi de l'Égypte et le président qui coordonne le comité des chefs d'État pour justement avoir un communiqué conjoint sur cette initiative. Voilà ce que je pourrais dire, j'espère, en 5 minutes. Merci. Oui, merci. Nous, Céline Afo, qui connaît intimement le processus des négociations climatiques. Pour résumer ce qu'il a dit, ce que j'ai retenu, ce chiffre effrayant de la possibilité que l'Afrique perde 5% de son PIB en 2050 par le résultat du réchauffement climatique. Alors que l'Afrique, évidemment, n'est pas le premier coupable, loin de là. Je retiens aussi les opportunités que vous mettez en avant, les énergies renouvelables, le fonds vert. Évidemment, ce sont des choses qui se traduisent en exigences financières envers les pays riches, alors que ceux-ci ne sont pas forcément dans une étape historique où ils ont envie de dépenser. Mais je voulais vous demander, ça m'intrigue, évidemment c'est intéressant que l'Afrique parle d'une voix, mais l'Afrique, c'est l'Afrique du Sud, pays avec une centrale nucléaire, avec un pays développé, pour le dire brièvement. C'est un pays comme le Mali qui souffre, qui est désertique et qui souffre lourdement des effets des changements climatiques. Comment est-ce que vous pouvez parler avec une voix? Dans toutes les familles, vous avez des membres de la famille qui sont qui ont des conditions plus ou moins modestes. Mais je pense que toute famille comprend que c'est en étant soudée
qu'on arrive à faire avancer les intérêts de la famille. Et c'est comme ça que l'Afrique avance sur ces négociations. Mais en même temps, sur le plan diplomatique, l'Afrique est toujours une région et elle négocie toujours en tant que région. Tous les avancées que nous avons eues, que ce soit le fonds vert, que ce soit les 100 milliards, les pays en développement de manière générale ont obtenu ces résultats en étant soudés. Et il est très important que justement en allant à Paris, d'ailleurs l'ambassadeur a parlé de l'agenda des solutions, le Mali coordonne cette thématique-là pour l'ensemble des 136 pays en développement. Parce que tout le monde comprend que ce n'est qu'en étant soudés, et autant que faire se peut jusqu'à la dernière minute, qu'on est capable d'avoir des résultats importants. En allant diviser, en négociant des paquets individuels, je pense que ça va fragiliser les pays en développement de manière générale. Mais comme je dis, de façon empirique, tout ce qui a été obtenu dans ces négociations s'est fait en étant unis. Donc, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Météorologique et climatologique de l'Agence nationale de météorologie. Ingénieur, vous êtes météorologue de formation et spécialiste de l'application de la météorologie à l'agriculture. Merci Madame, merci l'Union européenne de m'avoir donné l'occasion d'intervenir ce matin sur ce sujet très important. Je pense que les attentes de la COP 21 sont grandes et Céline vient d'en parler tout à l'heure. Et je me concentrerai sur 4 éléments très importants. Ça a été déjà soulevé ça et là, mais d'abord le financement. Je pense que le financement est un élément très important. Il faut, et comme ça a été dit tout à l'heure, ensemble, nous pouvons atteindre des résultats. Donc le Mali se situe au niveau du groupe Afrique et du groupe des pays les moins avancés, également des pays en développement. Donc il faudrait un renforcement des moyens financiers et techniques pour le programme relatif à l'adaptation et à la vulnérabilité au niveau des pays en développement. Il y a également l'appui adéquat au processus des plans nationaux d'adaptation. C'est un élément très important et je crois que tous les pays sont d'accord pour mettre en œuvre ce plan national d'adaptation. Pour le fonds d'adaptation, nous sommes également en phase avec tous les pays dans ce domaine-là pour qu'il y ait un rehaussement du prix du carbone, parce que c'est à ce prix que le mécanisme, dans le cadre du mécanisme de développement propre, qu'on peut alimenter le fonds d'adaptation. Et le prix du carbone aujourd'hui est très bas, donc il faudrait qu'il y ait des actions pour que les pays les moins avancés puissent bénéficier assez de ressources. L'accès direct également au fonds d'adaptation. C'est un élément aussi très important, parce qu'on a constaté que l'accès au fonds est très difficile, mais il faut mettre des mécanismes au niveau national et cet aspect doit être amélioré avec l'appui financier pour le renforcement des capacités dans ce domaine-là. Pour le fonds vert climat, Séné l'a dit, mais il faut revenir là-dessus. Il y a un problème de source et un problème de promesses fondées ou réalistes. Cet aspect doit être résolu à Paris. Il faut que vraiment on connaisse les sources et les promesses à la matière. Également, il faut l'appui, dans le cadre de l'appui du fonds vert climat prévu pour les pays en développement, il faut mettre en place le renforcement des capacités des entités nationales désignées. Ceci aussi me paraît très important. Et je pense que le Mali va faire un side event sur le fonds climat Mali et partager avec les autres pour voir notre expérience à la matière. Ceci est très important. Deuxième élément, c'est l'atténuation. Dans ce domaine-là, vous savez que la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto n'est pas encore ratifiée. Or, je pense que c'est cette deuxième période d'engagement qui va nous aider à atteindre des ambitions de réduction d'ici 2020. Il va falloir prendre des dispositions pour la ratification de ce protocole de Kyoto. Il faut qu'il y ait des engagements ambitieux et ceci passe d'abord par les annonces qui ont été faites
par les chefs d'État au sommet de New York. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations à ce niveau, mais également tous les pays sont en train de développer leur INDC, c'est leur contribution nationale déterminée pour voir quels sont vraiment les niveaux ambitieux de réduction des émissions après 2020, parce que ceci est très important. Et là, cette proposition est liée aux résultats de la science. Le GIEC, de passage, dit que sur le point focal national de l'IPCC, et les résultats, le 5e rapport montre qu'il faut, pour rester en dessous de 2 degrés de réchauffement, il faut une réduction de des émissions de 40 à 70% d'ici 2050. Ceci me paraît très important et les dispositions doivent être prises dans ce sens-là. Et je pense que le Mali également a fait des propositions concrètes sur 5 programmes très importants au sommet de New York, et la mise en œuvre de ces 5 programmes très importants pendant les 5 années à venir, ça va coûter à peu près $1 milliard dans le cadre de financement. Et les engagements, également des engagements forts de tous les grands pays également pour les réductions des émissions, sans exception. Il faut que maintenant on aille, comme on le dit, au charbon. Il faut que tout le monde prenne des engagements pour que vraiment on réduise les émissions. Alors, on sait que le Mali va déposer d'ici septembre son INDC, et dans ce domaine-là, déjà, le mécanisme de développement propre montre qu'on a des potentiels de réduction, des millions de réduction de tonnes d'équivalent CO2 de réduction sont possibles si des financements sont disponibles. L'adaptation, on l'a dit, c'est un élément très important. Il faut rendre opérationnel toutes les commissions qui sont en place. Il faut trouver des financements pour les NAPA, dont certains connaissent ici, c'est les programmes d'action nationale d'adaptation au changement climatique, mais les NAPS également. Et la prise de décision des mécanismes renforcés pour l'agriculture intelligente. Je crois que le séminaire qui a commencé ici avec la CEDEAO est un pas vers ce niveau. Parce que ça, c'est vraiment très important. Il faut développer des actions à ce niveau. Et l'équilibre entre l'adaptation et l'atténuation me paraît aussi très important. Ça, c'est des attentes au niveau de la COP21. Et enfin, madame, le transfert de technologie. Tout ce que nous sommes en train de faire ici sont liés, je pense, au transfert de technologie. Si les transferts de technologie sont bien gérés, bien améliorés, des décisions sont prises en la matière, je pense qu'on peut aller très loin. Et là, il faut faire des évaluations des besoins en transfert de technologie, trouver des financements et essayer de mettre en œuvre les plans d'action technologique qui sont développés dans les pays qui l'ont fait. Le Mali en a fait et nous avons un plan d'action technologique d'adaptation et d'atténuation. Il faut également mettre en place le mécanisme fort entre le transfert de technologie et les mécanismes financiers. Ceci me paraît très important. Sans cela, vraiment, il sera très difficile de faire le transfert de technologie au niveau des pays en développement. Enfin, le renforcement des capacités. Dans ce domaine-là, il faut la recherche, il faut les observations systématiques du climat et sur l'environnement. Ceci est très important et il faudrait également une forte implication du genre et de la société civile, comme on l'a attesté tout à l'heure son Excellence l'ambassadeur, et même le sketch, pour un changement de comportement et pour l'implication de tout le monde. Voilà un peu, madame, quelques éléments que je voulais soulever. Je vous remercie. Quand même que, bon, vous mettez en avant cette nécessité de réduire les émissions entre 40 et 60% d'ici 2050, mais tout en faisant cela, vous identifiez pratiquement dans tous les domaines des défaillances entre les paroles données, entre les objectifs mis en avant et la réalité sur le terrain. Vous citez le fonds d'adaptation, le fonds vert, le transfert de technologie, tous pour vous vont trop lentement, j'ai l'impression, si je résume ce que vous dites. Ce qui m'intrigue, je voulais vous reprendre sur quelque chose que vous n'avez pas évoqué, mais puisque c'est votre spécialité, la météorologie dans l'agriculture, et puisque nos amis de la CEDEAO en parlent en face de nous, au CICB,
Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques idées sur comment l'agriculture malienne pourrait mieux s'atteler au problème du réchauffement climatique? L'hypothèse que vous venez de faire est réaliste, parce que cette négociation, si ça traînait jusqu'à ce jour, montre nettement que toutes les dispositions, toutes les décisions qui ont été prises, il n'y a pas de résultat concret, et c'est ce qui fait que tout le monde attend à la COP21 vraiment des résultats beaucoup plus importants et la mise en œuvre de ces résultats. C'est ça qui est très important. Pour ce qui concerne l'agriculture ou la prise en compte des informations météorologiques, je crois que je l'ai effleuré, comme le temps est trop court, dans deux points très importants: l'agriculture intelligente et le renforcement des capacités dans le domaine de la recherche et des explorations systématiques. Qu'est-ce que l'agriculture intelligente? L'agriculture intelligente, comme ça a été dit par son Excellence le Premier ministre, c'est vraiment la prise en compte de tous les aspects technologiques que nous pouvons développer pour améliorer l'agriculture. Et dans ce contexte, vous avez la prise en compte des informations météo qui peut aider le monde rural, notamment dans le domaine de l'agrométéorologie, à prendre des décisions idoines. Nous savons aujourd'hui que la pluviométrie a beaucoup diminué au Mali. De 4 mois, on se trouve à 3 mois, d'une manière générale. Et avec beaucoup de perturbations, vous constatez cette année, déjà ce mois de mai et juin, il y a une grosse perturbation des éléments climatiques. Et la météorologie, les informations météorologiques permettent d'aider le monde rural à prendre des décisions pour le démarrage de la campagne, pour les semis, pour le suivi de l'évolution des cultures et pour les besoins, le suivi des besoins hydriques de ces cultures-là, et même pour la récolte, la fin des campagnes, et même le choix du cycle. Et les informations météorologiques permettent également de fournir une prévision saisonnière qui permet de montrer dès le début de l'année quelle serait la saison. Et nous l'avons déjà annoncé qu'il y aura un démarrage en retard cette année, en tout cas dans la sous-région et au Mali, et c'est ce qui se ressent, mais avec une saison qui sera normale, mais avec ça et là des déficits, et dans certaines zones des cas d'inondation, parce que la durée étant raccourcie, il y a une bonne quantité qui peut tomber en si peu de temps, et donc qui peut entraîner des inondations ça et là. Voilà grosso modo quelques éléments d'assistance, et en même temps, sans le dire, peut-être des questions vont sortir là-dessus, c'est les actions les plus provoquées. Merci. Donc, c'est bien, on a un petit aperçu de la saison à venir. Si j'ai bien compris, il y a un risque d'inondation parce que la pluie est venue tardivement, donc le sol est sec. Hein, c'est ça qui donne le risque d'inondation. Parce que les sols, quand ils accueillent la pluie, ne vont pas pouvoir les absorber. Est-ce que c'est ça? Oui, il y a cet élément, mais beaucoup plus un problème d'aménagement, parce que quand il y a une grosse quantité en si peu de temps dans des zones non bien aménagées, il peut y avoir des cas d'inondation. On a vu le cas de Mamako il y a 2 ans, où c'était lié souvent à des problèmes de gestion. Donc avec une quantité de pluie, il y a eu des débordements et des cas d'inondation. Donc ça peut arriver. Et quelles sont les meilleures façons